Quel est le prénom de ton papa? Alors, le prénom de mon papa, c'est Karim. Et celui de ta maman? Delphine. Ton numéro de carte nationale, si tu l'as. Numéro de carte nationale, c'est BE89 4127. Toi, tu te définis comment? T'es actrice, influenceuse, entrepreneuse? J'ai envie de dire que je suis entrepreneuse, probablement personnalité de télé, parce que c'est en général les gens me référencent surtout en personnalité télé. Influenceuse, oui, on dirait. Ça te pose un actrice. problème, le terme d'influenceuse? C'est un peu clivant parce que les connotations d'influenceuse, souvent, on a l'impression que c'est quelque chose d'assez léger. Mais non, en fait, il faut peut-être que je me rende un peu plus à l'aise avec le concept d'influenceuse. Moi, je suis influenceuse étant donné que je suis présente sur les réseaux sociaux et que je poste régulièrement du contenu. Donc, non, je suis influenceuse. T'as du contenu rémunéré ou... J'ai quasiment jamais été rémunérée sur mes réseaux sociaux, simplement parce qu'en fait, je me concentrais sur ma boîte. J'ai bossé pendant 3 ans et j'avais du mal à faire les deux. Je partais du principe qu'il fallait que j'ai une priorité, ma priorité étant mon business. Je me suis pas professionnalisée dans l'influence, mais je commence à travailler là-dessus. Y a pas de marque qui te contacte pour des partenariats rémunérés? Ou c'est toi qui veux pas? Alors ça, c'est moi qui fais un blocage pendant assez longtemps. En fait, après The Circle, la raison pour laquelle j'avais fait The Circle, c'était vraiment pour avoir de la visibilité et ce qu'on appelle des early adopters, en tout cas pour ma boîte. Du coup, non, en fait, quand j'ai commencé à avoir une grosse communauté, je me suis dit que je pouvais pas à la fois faire de l'influence parce que au final, l'influence, c'est plus compliqué que ce que ça en a l'air, en tout cas quand on veut le faire de manière éthique et réfléchie. Et du coup, j'arrivais pas à faire les deux. Et donc, je me suis dit, je vais mettre ça de côté, je vais mettre ça en pause. Du coup, je développais absolument pas mes partenariats. Mais du coup, pourquoi les gens te suivent? En fait, j'espère me dire que les gens ne suivent pas juste ou ne suivent pas en général des influenceurs simplement pour avoir des placements de produits. Je pense que les gens me suivent pour plusieurs choses. Je pense qu'il y a bien évidemment un côté mode et lifestyle et voyage, donc il y a un côté qui est très visuel. Mais en général, ce que je reçois aussi de positif de ma communauté, c'est que je vais essayer de montrer un petit peu les dessous de l'entrepreneuriat. Et tu parlais de ta boîte, c'est une boîte de quoi? Alors Skult, c'est une boîte en fait l'idée m'est venue quand j'étais à l'université et je faisais beaucoup de boxe, je faisais des combats amateurs à l'époque et en fait ça me manquait en fait le concept du hammam. Je me sentais jamais très propre, très nettoyée, etc. Donc j'ai voulu en fait réinventer un rituel de douche, un geste quotidien. Et du coup, j'ai bossé sur un produit avec plusieurs équipes de recherche et développement, des clinical trials, des équipes de développement produit, etc., des dermatologues. Et puis, on a créé un produit sur lequel on a mis un patent, donc une propriété intellectuelle sur le design et la fonctionnalité. Et donc, j'ai développé ce projet pendant 3 ans. Et du coup, tu travailles toute seule? Du coup, sur Skult, en fait, on avait surtout des équipes qui étaient outsourcées, parce que donc dans toute l'étape du début, donc sur le développement des produits, sur le branding, sur le développement du site web, sur les propriétés intellectuelles, en fait, au final, c'est pas des gens qu'on va prendre in-house, donc à temps plein. Et du coup, c'était des bureaux, en fait, on bossait entre Porto, New York, Londres, la Chine, l'Italie. Donc, il y avait des équipes équipes pour une brosse spécialisées dans tout ça pour une marque au final. Mais ouais, tout ça et c'était des équipes à coordonner parce que les équipes de recherche et développement devaient bosser avec les équipes de design produit, le design produit devait bosser avec les équipes de branding à New York, on devait aussi bosser avec les clinical trials en Italie et aussi avec les avocats et les ingénieurs en Chine qui nous aidaient sur tout ce qui est tooling. Donc au final, il faut coordonner toutes ces équipes et aussi les horaires. Donc là, tu es à Los Angeles. Enfin, tu t'y es installée du coup?
Alors, je suis entre Paris et Los Angeles pour le moment, mais c'est vrai que là, cette dernière année, j'y ai passé presque 6 mois, parce qu'en fait, mon travail me demandait d'être ici. Donc, tout ce qui est promotion, donc avec Netflix, avec notre boîte de production, avec aussi derrière tout ce qui se passe sur les activations digitales. Donc, ouais, pour le moment, c'est entre Paris et Los Angeles, mais je pense que je vais être plus à Los Angeles dès cette année. Et comment on atterrit dans la télé-réalité ? Ça s'est fait de manière assez simple. J'étais sur mon lit à Londres en train de faire je sais quoi. Et j'ai reçu un DM de quelqu'un qui m'a dit, écoute, voilà, on fait le casting d'un nouveau show qui s'appelle The Circle. On aimerait te parler, etc. Et du coup, je les ai eu au téléphone. Et en fait, le truc qui les a intéressés, la raison pour laquelle j'ai été castée, c'était parce qu'en fait, sur mes réseaux sociaux, j'avais beaucoup cette image de fille un peu glamour, qui adore la mode, qui aime bien le make-up, voyager et tout. Et dans ma vie quotidienne, au final, j'étais à Londres, je faisais des études de géopolitique, j'allais au stade de foot White Hart Lane, parce que je suis une grosse supportrice de Tottenham, toutes les semaines. Je faisais énormément de boxe anglaise. J'étais aussi prof de boxe à l'université. Donc en fait, il y avait ce côté très binaire entre mon moi sur les plateformes et mon moi dans la vraie vie, et du coup ça les a fait marrer, parce que dans le contexte du show, au final ils voulaient montrer qu'on peut être n'importe qui derrière un profil, parce qu'il y avait des gens justement qui entre guillemets mentaient, c'était des cas de fiches sur leur identité. Donc en fait c'est sur cette base là qu'ils m'ont casté. Et ça a fonctionné de Circle? Alors, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui captent pas du tout. C'est vrai que il y a beaucoup de gens qui ont adoré ce show. Moi, je suis pas une grande consommatrice de télé-réalité, donc je sais que c'est un peu dingue de dire qu'en fait, moi, j'aurais pas été consommatrice de mes shows. Mais après, t'as plein de gens qui, tu vois, c'est marrant. Tu vois, parfois, t'as des restaurateurs probablement qui font des kebabs, qui détestent des kebabs. Ouais. J'en ai aucune idée. Tu vois, on n'est pas toujours. Je suis pas productrice. En tout cas, je suis dans le show, mais non, de Circle. Au final, j'ai bien aimé notre saison par rapport aux saisons américaines, anglaises et brésiliennes. Et c'est rémunéré, c'est chaud? C'est pas les rémunérations en fait qui me motivent le plus à aller dans ce genre de choses, que les rémunérations sont très légères. Mais ça dépend. Pour le premier show, elles étaient légères. Pour le deuxième show, étant donné que le concept c'est un all-star, les rémunérations étaient plus intéressantes, parce que à ce moment-là, on a pris, en fait, ils ont sélectionné vraiment les gens qui étaient des célébrités d'autres shows. Donc à ce moment-là, je pense que Netflix, ils ont dû sortir un peu le chèque, mais c'est incomparable à des rôles d'acteurs et à ce genre de performance. Et Perfect Match, donc c'est différent de The Circle. Bon, ça reste la télé-réalité, mais c'est plus un show de rencontre. Bon, après, tu me diras, c'est ce qui marche le mieux. T'avais pas d'appréhension à faire ce genre d'émission? C'est sûr que au début, tu te dis, mais en fait, j'ai beaucoup plus à perdre qu'à gagner en allant dans ce genre de show, parce qu'au final, voilà, j'ai fait mes études, j'ai ma boîte, tout se passe bien pour moi, etc. Donc, si je finis par aller dans ce genre de show et me cramer, c'est évidemment j'ai envie de dire une anticipation. Mais d'un autre côté, tu vois, moi je pars du principe que j'ai toujours voulu avoir un impact d'une manière ou d'une autre. Et je pense qu'il y a plusieurs manières d'avoir un impact sur en tout cas la représentation des femmes. Bien évidemment, tu as des nanas type Leila Slimani, Nesrine Slaoui, etc., qui sont des écrivaines brillantes. Et ça, c'est important d'avoir ça dans le paysage. Mais je pense que de manière à ce que les gens aient des prises de conscience, il y a des prises de conscience qui se font de manière intellectuelle, mais aussi de manière émotionnelle. Et au final, je pense que la télé-réalité, les réseaux sociaux, ça reste quand même des plateformes qui vont énormément impacter des jeunes femmes, et surtout dans des démographies de jeunes femmes qui parfois vont pas forcément lire Leila Slimani, donc et qui vont être extrêmement influencées par la télé-réalité. Donc il y a quand même le facteur image, il reste quand même très important. Je pense pas que les gens regarderaient si les gens étaient pas jeunes, stylés, frais, machin, tu vois. Absolument.
absolument. Mais je pense qu'il y a énormément de choses qui doivent changer dans cette industrie de manière à être beaucoup plus inclusive à tous les niveaux. C'est-à-dire à la fois sur le fait que ils essayent de mettre que des meufs ou des mecs assez frais, que c'est souvent tout le temps de l'hétérosexualité. En tout cas, sur ce show, Netflix a essayé de faire un petit peu avancer les choses, mais en général, ça reste une industrie extrêmement imperméable au changement. Mais bon, après, si tu veux, ça va être le cas. On peut parler aussi du cinéma. En général, les protagonistes des films, ça reste aussi des personnes qui vont être attractives. Je suis complètement alignée avec toi. C'est sûr que tu vois, ou pareil pour les publicités, pareil pour les pubs de shampoing, etc. Aujourd'hui, il y a quand même une large majorité de mannequins, d'actrices, de gens de télé-réalité qui vont être des personnes qui au final vont être attractives. Par contre, j'ai envie de me dire que les choses bougent un petit peu. Il y a de plus en plus de questionnements qui se font sur ça. Et il y avait vraiment des sentiments ? Il y avait vraiment des sentiments. Écoute, alors je vais te dire un truc, c'est très compliqué de tout délimiter. Le vrai du faux, de ce qu'on ressent quand on est vraiment pris dans le show, ça devient compliqué de savoir en fait à quel point est-ce que on aurait daté cette personne de la même manière dans le monde extérieur. Est-ce que c'est un bon message ça à envoyer je parle pas de jugement, hein, je te pose vraiment la question. Enfin, c'est pas ça la vraie vie, c'est pas ça la vie amoureuse. C'est pas dater des gens tous les 2 jours, tomber amoureux, larguer la personne. Enfin, c'est des schémas quand même pas très réalistes, voire parfois toxiques. Écoute, je vais te dire, je suis alignée avec toi pour la plupart de ce que tu dis, dans le sens où c'est vrai que c'est pas aspirationnel, c'est pas quelque chose qui va montrer de la réalité. Là, on est vraiment dans de l'entertainment pur. On est vraiment dans un jeu, comme tu vas jouer un jeu d'Xbox. Enfin, Xbox, je sais même pas si c'est encore un truc, genre là, oui, bref, je suis clairement pas in dans le gaming game. Mais je vais dire, là, on est vraiment dans de l'entertainment pur. Après, c'est vrai que moi, je suis de l'école de pensée qui dit que à partir du moment où tu mets quelque chose sur Netflix, tu mets quelque chose sur Instagram, il y a une responsabilité derrière. Tu vas influencer des gens, il faut que tu réfléchisses à ce que tu fais et que tu prennes une responsabilité. Mais tu mets aussi les pieds dedans pour agrandir ta communauté. Là, oui, non, mais à 10 000%. Là, on a, tu vois, c'était pour aborder un petit peu le chapitre de la responsabilité d'avoir une image dans cette industrie-là. Après, sur les aspects personnels, bien évidemment, tu gagnes une communauté aujourd'hui dans tous les business que tu fais, c'est le nerf de la guerre. Moi, ma boîte, quand on fait des levées de fonds, bien évidemment, la plus grosse dépense, c'est les early adopters. Donc, c'est tes premiers consommateurs et c'est la plus grosse dépense marketing. Donc, à la base, la raison pour laquelle j'ai fait de la télé-réalité, c'était pour ma boîte. Et c'est évident que derrière, il faut pas se mentir. Il y a un aspect business personnel, etc., qui est indéniable. Après, je pense pas qu'il y ait de honte à ça. Ce qui est important, en tout cas, c'est de le faire avec un peu de jugeote, un peu de responsabilité. C'est sûr qu'aujourd'hui, avoir une communauté, ça te donne un super leverage à la fois sur ton business et aussi sur en tout cas les sujets qui te portent à cœur. Et c'est quoi tu parles beaucoup d'influence éthique. Comment on y arrive? Là, j'ai vu qu'en France, ils essayent de réguler un peu le secteur. Au Maroc, ça commence, notamment en ce qui concerne les rémunérations. Après, il reste quand même pas mal de problèmes. Pour toi, c'est quoi faire de l'influence éthique? Je pense que ça se target sur plusieurs points. Alors déjà, l'influence éthique, pour moi, il y a 2 parties. La partie que je viens d'aborder, c'est-à-dire à partir du moment où tu as une plateforme et tu as de l'influence, tu as le devoir de l'utiliser pro bono pour mettre en avant des indépendants, des associations, pouvoir parler de sujets qui sont importants. Ça, c'est déjà pour moi, c'est la partie numéro 1 de l'éthique, c'est-à-dire d'abord la responsabilisation et le fait que tu aies une influence sur les gens et que par conséquent, il faut que tu l'utilises à bon escient. En deuxième partie, sur les aspects qui sont rémunérés, ça se fait à plusieurs niveaux, c'est-à-dire c'est aussi les équipes avec lesquelles tu t'entoures. En général, les gens ont des managers. Il y a un moment, il faut trouver les bonnes équipes et avoir une transparence totale. Toi, tu te considères comme une influenceuse marocaine? Enfin, ta communauté, elle est... Alors, je me considère influenceuse.
je me considère marocaine, ça c'est évident. Par contre, d'un point de vue de ma démographie, non, j'ai largement une démographie qui va être américaine, qui va être canadienne, qui va être brésilienne, qui va être française et qui va être marocaine. Mais je pense que le Maroc, maintenant, c'est probablement ma 5e démographie dans mes statistiques TikTok et Instagram. Mais ça n'enlève en rien, et au contraire, si ça renforce pas l'idée de savoir que je me dis je dois au Maroc, tu vois, j'ai pas envie de dire je dois toute ma carrière, mais si j'ai grandi au Maroc, la manière dont les opportunités que j'ai fini par avoir, je les dois au pays dans lequel j'ai grandi, tu vois, la manière dont je raconte des histoires ou dont je vais faire rire les gens ou la chaleur humaine que les gens vont percevoir, c'est quelque chose que j'ai eu au Maroc, que j'ai eu dans ma famille, dans mes amis, dans mon environnement. Donc quelque part, même si ma démographie va être étrangère, j'ai cette, tu vois, responsabilité, et c'est plus un honneur qu'une responsabilité de mettre en avant ma culture et le Maroc. Toi, tu parles déjà? Moi, mon arabe est malheureusement éclaté au sol. Et vraiment, quand je dis éclaté au sol, c'est j'ai pas envie de dire chouma, mais c'est chouma. Et ouais, malheureusement, je pense que je peux donner plusieurs éléments de réponse, mais rien ne justifiera la raison pour laquelle mon arabe est aussi éclaté au sol. T'as pas parfois l'impression d'avoir 36 personnalités et de devoir jongler ou Je vais te dire, moi, j'ai commencé Instagram il y a 10 ans. C'est un gros travail. Avant, plus d'années dans ma vie que tu vois, j'ai envie de dire pendant peut-être 8 ans. Sur les 10 ans où j'ai été sur les réseaux sociaux, je me disais justement, tu peux avoir soit un syndrome de l'imposteur ou tu vas en fait vachement anticiper. Moi, je suis ce qu'on appelle une enculeuse de mouche. Je réfléchis trop, je me remets tout le temps en question, absolument tous les jours, sur tout. Et je me dis, putain, la perspective, tu vois, j'ai passé la plupart de ma vie à compenser. Ce que j'essaye de faire, en tout cas comme travail, c'est de me dire que je peux trouver un alignement. Tu vois, avant, j'étais en mode, il y a une Inès en ligne et il y a une Inès dans la vraie vie. Et là, je me dis, non, je peux pas réfléchir comme ça, parce qu'à ce moment-là, j'ai une Inès de télé-réalité, il y en a une autre sur Instagram, il y en a une autre dans mon cercle social, il y en a une autre dans ma vraie vie. Au final, c'est compliqué de jongler. C'est très compliqué. Donc, le premier travail, ça a été déjà sur mon tournage, de faire énormément de travail en amont. Tu parlais, t'as beaucoup dit le mot compenser tout à l'heure. Ça vient d'où ce besoin de compenser? Ça vient d'un sentiment de culpabilité En tant que femme, on se sent... peut-être on comprend notre environnement mieux que notre environnement peut nous comprendre. Et ça, c'est une frustration. Et je pense que c'est aussi une frustration en particulier, encore plus au Maroc, dans le sens où, souvent, tu vas être une jeune fille, tu vas avoir des conversations genre, tu vas te marier quand, t'es mignonne, etc. On va rarement te dire, c'est quoi tes projets de passion, tu bosses sur quoi en ce moment, tu vois. Moi, quand j'étais gamine, je me rappelle, à chaque fois. Ça change, bien évidemment. Mais je veux dire, je suis en train de schématiser, mais quand j'étais gamine, souvent, quand je partais avec mon père dans des salons, parfois, t'as les femmes d'un côté, t'as les hommes de l'autre. Ça arrive. Je dis pas que c'est tout le temps le cas. Et moi, je me posais tout le temps avec les messieurs, parce que je voulais parler de politique. Et je voulais parler de sujets un peu plus sérieux. J'avais ce truc où je disais, non, je suis pas une petite fille. Moi, je peux penser comme un garçon, je peux faire de la politique. Donc, je me suis vachement construite sur cette masculinité-là en grandissant. Et je pense que cette idée de compenser, elle vient de là, au final, de vouloir me dire, en fait, je veux pas être perçue comme une fille qui aime juste le maquillage et les vêtements. Je veux être perçue comme quelqu'un qui a plus de substance, qui peut être aussi une femme CEO, quelqu'un qui connaît mieux le foot que mon voisin. Et donc j'étais vachement dans cette énergie masculine en me disant que il fallait que je sois plus comme un homme, de manière à être prise au sérieux. Et ça, c'était, je pense, moi, de mes peut-être 14 ans à 22, 23 ans, avant de me rendre compte qu'en fait, non. Et c'est quoi la suite, là, pour toi? Yes, écoute, une demi-heure avant toi, j'étais en casting. J'étais une demi-heure avant toi, j'étais en casting, j'étais une criminelle. Il y a 2 jours, j'étais une esclave. Juste avant, j'étais une femme enceinte. Et juste avant, j'étais quoi?
j'étais une meuf un peu une psychopathe. Pour le moment, je suis en train de faire des castings. Je suis en train de bosser aussi avec des coachs dans plein de choses que j'ai envie de faire. Moi, j'aime bien l'idée. J'aime bien peut-être faire du design. Enfin, bien évidemment, j'ai ma boîte à lancer aussi. Donc, les équipes à monter et à structurer. Donc ouais, il y a pas mal de trucs, mais j'adore bosser. J'adore bosser. Voilà. Comment tu arrives à te concentrer sur un projet? Ça dépend. Il y a des cycles en fait. Je vais avoir des cycles où en fait mon travail va être extrêmement prenant sur un sujet. Donc je vais devoir me concentrer là-dessus. Et ensuite il y a des cycles sur lesquels tu es obligé de planter plein de petites graines pour voir là où ça prend. Donc là en ce moment, si tu veux, mon emploi du temps, il a aucun sens. Je vais commencer, je vais faire 1 heure de casting, puis je vais faire 1 heure d'interview avec une télé américaine. Tu vois, qui aura une audience avec une démographie certaine. Ensuite, je vais faire un mood board pour un photoshoot, puis ensuite je vais faire un peu de mannequinat, ensuite je vais faire une vidéo, un edit, ensuite je vais bosser un peu avec l'association avec laquelle je bosse au Maroc. Ensuite, je vais mentorer une nana. Ensuite, j'ai un schedule qui veut absolument rien dire. Mais pour le moment, c'est le cycle que j'ai et je m'organise comme je peux. Et puis, je suis entourée de personnes extrêmement talentueuses qui m'aident et qui croient en moi. Donc, c'est génial. Tu parlais de l'asso avec laquelle tu bosses au Maroc. C'est donc l'INSAF. Tu fais quoi avec l'INSAF? En fait, l'INSAF, c'est une association que j'ai visitée pour la première fois il y a 10 ans. Dans le cadre justement de cet exposé TPE, je pense en seconde ou en première. Et en fait, c'est une association qui va s'occuper de 2 choses, des petites bonnes et aussi des mères célibataires. Alors moi, je me concentre avec eux surtout sur l'aspect mères célibataires. Donc d'après eux, juste pour avoir une idée, il y a à peu près 210 000 femmes au Maroc qui sont des mères célibataires. On retrouve jusqu'à 300 bébés morts par an. Donc c'est une situation qui est absolument ignoble. C'est-à-dire, on part du principe que c'est des femmes qui soit ont été violées ou c'est des femmes qui sont tombées amoureuses, qui n'ont pas les moyens. Qui n'ont pas les moyens, mais c'est souvent aussi des femmes qui sont tombées amoureuses, qui se sont pas mariées avant, mais certes, mais enfin c'est de l'amour. On a tous fait en amour des conneries et avoir un enfant, tomber amoureux, faire l'amour, c'est censé être l'une des plus belles choses du monde et ça se transforme pour le pire pour un cauchemar absolument insoutenable pour ces femmes. Je pense que j'ai eu un choc violent quand j'étais, il me semble en seconde ou en première, quand il y avait eu cet épisode de cette gamine, je me rappelle plus quel âge elle avait, mais 14 ou 15 ans, tu sais, qui s'était immolée. Enfin, c'était, et ils avaient dû changer la loi ensuite. Et il y a eu parce qu'elle avait dû épouser son citoyen qui, exactement. Il y a eu un gros mouvement citoyen et il y a eu une réponse qui s'est faite rapidement sur ça, Dieu merci. Mais c'est des chocs, tu vois, de voir la situation dans laquelle ces femmes se retrouvent. Moi, d'ailleurs, j'invite les gens à aller voir l'association, à aller voir ce qu'ils peuvent faire. Il y a plusieurs manières d'aider. Tu vois, nous, j'ai essayé de contacter des gens qui ont soit des boîtes, soit des vêtements pour justement aider l'association. On essaie de les aider sur plusieurs volets. D'abord, il y a du don de vêtements ou du don de nourriture qu'on peut faire ou des dons directement financiers. Ensuite, il y a de la réinsertion professionnelle. C'est des femmes, en fait, INSAF s'occupe de 3 volets. Il y a une réinsertion professionnelle qui se fait sur de la cuisine, sur du textile et sur de l'esthétique. Donc, prendre ces femmes en stage ou éventuellement tout simplement, et ça, je pense que c'est un devoir citoyen aussi, si vous avez un cousin, quelqu'un qui a une entreprise, s'il y a moyen que ces femmes puissent faire des stages ou bien encore mieux connecter des associations de mères célibataires ou d'handicapés ou de gens qui sont marginalisés par la société avec des responsables de ressources humaines, de manière à faire en sorte que quand on embauche, on mette en priorité ces gens qui sont marginalisés et qui souffrent, qui sont dans des situations de précarité qui sont terribles. Donc voilà, il y a la réinsertion professionnelle, il y a le don de vêtements, le don financier, le don de nourriture et troisièmement, le volet sur lequel je me concentrais aussi avec eux, c'est essayer de communiquer beaucoup sur leur association, mais aussi d'essayer d'optimiser les systèmes de financement, donc de bosser avec le CMI marocain pour essayer de voir s'il y a un moyen de pouvoir faire du parrainage et donc en fait un peu comme et donc de pouvoir payer de manière mensuelle pour essayer de par exemple aider une jeune femme ou une petite bonne, etc. Donc il y a plusieurs aspects. C'est des associations qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de hard skills, de soft skills. Il y a 1 million de moyens d'aider.
c'est une responsabilité citoyenne. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et j'encourage les gens. Il y a des gens qui déjà font un travail extraordinaire, mais il y a encore énormément de choses à faire. Ça prend pas beaucoup de temps, d'énergie, de moyens, de pouvoir créer des ponts. Et ça change la vie de personnes. Enfin, il faut aller dans les associations. Il faut voilà, voir ses enfants, voir ses bébés, voir ces jeunes femmes et se rendre compte en fait que ouais, il y a une petite action peut vraiment changer la vie d'un bébé et de leurs enfants et d'une génération et d'une famille. Enfin, c'est voilà. Donc j'invite les gens à essayer de prendre des initiatives à ce niveau-là. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et comment on fait quand on est influenceuse pour pas tomber dans ce piège? Parce que je pense à un truc, il y a 2 influenceuses là qui se sont fait tacler par Quotidien parce qu'elles étaient en France, parce qu'elles étaient à la manif contre la réforme des retraites, donc dans une séquence très misogyne, vraiment pas cool. Et en gros, en fait, j'ai l'impression que dans ces métiers d'image, ça t'enlève un peu une sorte de légitimité pour parler de certains sujets, on va te dire limite sois jolie, fais tes photos et tais-toi, enfin genre t'es pas légitime pour parler de ça. Donc comment est-ce qu'on reprend un peu le pouvoir là-dessus? C'est une très bonne question. J'ai pas de solution simple, de réponse précise. Je pense que les gens aussi, en fait, en tant qu'influenceur, c'est important de se dire que à partir du moment où quelqu'un accepte de te suivre, il faut avoir une certaine transparence, une certaine accountability. Accountability, c'est quoi? C'est un certain devoir de transparence, quoi. Donc à partir du moment où tu arrives à créer en fait ce lien avec ta communauté, où tu t'exprimes sur certains sujets de manière assez quotidienne et que ils comprennent en fait que quelque part tu peux être politisé, tu vas pas seulement faire un contenu de lifestyle, mais tu vas aussi t'exprimer sur certaines choses. Ben, si tu veux, c'est l'accord tacite qui se passe entre l'influenceur et le follower. Et en général, ça peut se passer de manière t'as beaucoup d'activistes qui sont très présents sur les réseaux sociaux. Après, c'est sûr que, en fait, la difficulté, c'est pas le même métier, mais après t'as des gens qui se disent bon moi quelque part j'ai envie d'encourager ces prises d'initiative parce que c'est très compliqué de faire de l'activisme sur les réseaux sociaux. Même moi je me suis posé cette question toute ma vie. J'ai décidé de ne jamais parler de politique ou de sujets qui m'intéressent. On t'en parle pas trop. Enfin moi je regarde parce que je me suis dit tes stories. Un petit peu, mais rarement, parce que je me suis dit quelle légitimité j'ai à mettre 3 selfies, un rouge à lèvres, et ensuite d'aller parler des inégalités entre hommes et femmes. C'est ça ma question. Pourquoi on se dit qu'on est, enfin, les influenceuses ou les influenceurs se disent qu'ils ne sont pas légitimes, alors que justement c'est leur communauté qui peut faire bouger les choses. Qui justement je pense que chacun a le choix qui est importante. Je suis complètement d'accord. Il y a une génération, surtout la Gen Z, qui m'impressionne. Je suis vraiment impressionnée par l'activisme et la conscience de plein de sujets de justice sociale, d'inégalité, etc. Moi, je suis assez impressionnée par cette génération et je suis d'accord que il y a une responsabilité en général sur les réseaux sociaux. Cependant, chacun peut avoir sa ligne éditoriale. Si t'as des gens qui ont envie de parler de comment ils sont en train de gérer leur merde avec leur bébé, franchement, c'est déjà beaucoup sur la patate de devoir gérer un enfant et un job. Voilà, ils vont pas en plus commencer, tu vois. Il y a un moment, t'es obligé de faire un choix aussi éditorial sur ce que tu partages. Tu vas partager un truc, on va dire, tu vas partager un sujet sur la Syrie, tu vas pas partager un truc sur la malaria. Tu vois, c'est compliqué, tu vois. Je pense que chacun peut faire le choix de mettre en avant ce qu'il veut mettre en avant. Après, moi, par exemple, pour parler de mon expérience personnelle, j'ai eu beaucoup de mal. À chaque fois, je me prenais la tête. À chaque fois qu'il se passe un truc et que ça me mettait mal, je me disais, mais putain, mais comment est-ce que je vais faire pour en parler entre 2 selfies, entre la dernière robe que j'ai portée à la dernière soirée. Je trouvais ça absurde, vraiment absurde. Et j'arrêtais pas de faire des va-et-vient en me disant, mais c'est pas possible, c'est hypocrite de montrer ce style de vie.
parce que en fait moi en tout cas je le percevais comme hypocrite et en fait j'ai commencé à un petit peu changer de mindset en me disant écoute, jeunes Marocains et jeunes Marocaines qui sont en train de briller sur la scène internationale et de montrer que oui, on peut avoir une marocanité qui nous ressemble et qui est moderne. Et voilà, la modernité, c'est pas que l'occidentalisation aveugle. La modernité elle peut nous ressembler aussi. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. En revanche, c'est quand même une version plutôt, enfin certes, je sais pas trop comment dire ça, mais c'est quand même une version occidentale de la marocanité, ce que je veux dire, ce que tu renvoies aussi. Tu parles français, tu vas dans des shows Netflix, enfin je veux dire, c'est pas, on peut pas nier qu'il y a quand même une forme d'occidentalisation. Même rien que là, on est en train de faire un podcast qu'on aurait fait différemment, par exemple, si on n'était pas francophone, enfin si on était marocaine, pas francophone. C'est évident, on peut analyser, c'est évident. Par contre, je suis pas quelqu'un de dogmatique, je suis quelqu'un de, j'ai envie de penser que je suis relativement pragmatique. Voilà. On va pas refaire un Netflix marocain demain. Je trouve ça aussi génial d'avoir une présence, tu vois. C'est-à-dire, je suis certes, on parle français, certes, voilà, mais au final, dans beaucoup de nos attitudes, notre éducation, nos valeurs, notre perception, on a été énormément influencé par notre pays d'origine. Et voilà, c'est-à-dire moi, je ressemble pas non plus à l'américaine moyenne. C'est pas parce que je suis à Los Angeles que voilà, je ressemble à une américaine de l'Arkansas, tu vois. Et il y a un moyen de faire un consensus. Et il faut être aussi pragmatique sur le fait que t'as une scène internationale de l'entertainment, comme du football, comme de la musique, et justement en faire partie, avoir des gens qui portent le drapeau et qui en sont fiers, c'est génial. Et moi, tu vois, je suis très fière, j'ai une double culture, je la mets en avant, je suis très fière d'être française. Ma mère est française, la moitié de ma famille est voilà, est catholique et très traditionnelle, et l'autre moitié est marocaine et traditionnelle aussi. Et je trouve ça juste génial d'avoir cette double culture et de pouvoir la mettre en avant sur la scène internationale. J'en suis fière.